Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans le chapitre 6.1 de mon cours qui est donc le dernier chapitre. Ça y est, on est arrivé à la fin. On va créer un plan d'héritage par rapport à Bitcoin. On va utiliser le livre de Pamela Morgan qui a été spécialement conçu pour faire ça et ça va prendre 30 minutes. Alors on est à la fin du cours, je sais que vous êtes fatigués, je sais que vous avez déjà appris beaucoup. C'est la dernière étape, c'est la dernière ligne droite. Je vais vous demander de vous concentrer. Une fois que c'est fait, c'est terminé. C'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Boum, accident, vous êtes mort. Qu'est-ce qui se passe avec vos bitcoins? Et oui, c'est la grande question. Pendant tout ce cours, je vous ai appris du coup que Bitcoin c'était du cash digital. Vous êtes souverain de votre argent si vous contrôlez la clé privée. Donc si vous contrôlez cette clé privée que vous avez eue depuis les portefeuilles, vous êtes 100% en contrôle de votre argent. Le problème, c'est que si jamais vous mourrez, si vous avez un accident ou si jamais vous perdez la mémoire, c'est fort probable que ces bitcoins sont perdus à jamais, simplement parce que vous êtes la seule personne à savoir où est la clé privée. Pour remédier à ça, on va donc créer un plan d'héritage, une lettre qu'on va laisser à des personnes qu'on aime pour leur donner accès au bitcoin. Pour faire ça, du coup, on va utiliser le livre de Pamela Morgan. Elle m'a gentiment autorisé à l'exploiter pour ce cours. On va utiliser la première partie. Si jamais vous détenez énormément d'argent, si jamais vous avez fait un système beaucoup plus compliqué que ce qu'on va voir dans cet exemple, je vous invite à acheter son livre et il vous donnera tous les détails. Donc pourquoi on veut ça? On a en gros 4 objectifs. Le premier objectif, c'est garantir que vos personnes proches, donc votre mari ou votre femme, vos enfants, vos parents, vos frères, votre meilleur ami, peu importe qui vous décidez de léguer ces bitcoins, aura accès à ces bitcoins une fois que vous êtes mort, mais pas avant. C'est un petit peu le principe. Le deuxième, ça va vraiment être de refaire votre sécurité, donc vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur dans le passé et que tout est bien organisé pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Le troisième, c'est pour réduire les problèmes d'héritage. Et oui, c'est toujours le bordel quand quelqu'un meurt, c'est encore plus le bordel quand il y a beaucoup d'argent. Du coup, avec ce plan, on va tout de suite mettre les choses à plat. Ça va être beaucoup plus clair pour que vos proches puissent récupérer l'argent. Il y aura moins d'emmerdes, moins de problèmes. On veut vraiment résoudre ça pour donner une solution facile aux personnes qu'on aime. On ne veut pas les emmerder plus que c'est déjà le cas. On est déjà mort, c'est déjà beaucoup, donc on ne va pas non plus leur remettre des bâtons dans les roues. Si c'est ce qui vous convient, bon, on se lance. Ça va prendre à peu près 30 minutes. Je vais vous demander plusieurs choses. Je vais vous demander déjà d'être concentré. Et ouais, je suis désolé, mais là, il va falloir être concentré. Deuxième chose, vous allez prendre des papiers. Vous allez prendre un stylo. Vous allez me prendre des enveloppes, si possible. Et on va commencer. Donc, ça va être du boulot. Mais c'est important qu'on y arrive. Vous le faites qu'une seule fois et vous êtes tranquille, peinard. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que vous n'avez pas besoin, c'est d'avocats. Et oui, avec le plan qu'on va mettre en place maintenant, avec la solution de Pamela qui a été créée avec des experts, on n'a pas besoin d'avocats. On ne va pas commencer à utiliser des smart contracts ou des trucs compliqués. On ne va pas commencer à bloquer nos bitcoins dans des contrats intelligents qui vont nous permettre de les donner directement si jamais on ne répond pas. Tout ce genre de conneries, on n'en veut pas. On veut une solution simple et facile avec aucun intermédiaire, avec pas d'avocat et simplement vous, votre temps, votre connaissance. On aura besoin plus tard d'un notaire, mais on va le voir à la fin de la vidéo. Bon, vous le savez, je vous l'ai dit un milliard de fois, tout le monde est différent, du coup, il va falloir s'adapter. J'ai pas une solution miracle, de toute façon, ça n'existe pas, vous êtes différents, vous avez choisi différents portefeuilles, vous avez choisi différents types de stratégies d'achat et vous avez différentes quantités d'argent. Donc, on va devoir l'adapter. Vous devez comprendre qu'en sécurité, rien n'est parfait, donc ça doit être adapté par rapport à vous. Du coup, il y a un truc qu'on appelle donc sûr en anglais, je vais essayer de le traduire en français, mais en gros, vous devez faire un compromis entre la sécurité, l'efficacité, la facilité et la résilience. Donc voilà, ça va être des compromis qu'on va devoir faire. On ne va pas avoir la solution parfaite, mais on va avoir une solution qui est assez bien et assez sécurisée, adaptée par rapport à vous. Allez, on se lance les gars. Ce que je vais vous donner, c'est un template et vous allez cocher un petit peu vos cases. Donc la lettre qu'on va écrire va être en 3 étapes. La première étape va consister à trouver les gens de confiance auxquels votre famille va pouvoir aller demander de l'aide. Donc en fait, vous allez leur conseiller des gens qui pourraient les aider si jamais il y a un problème. La deuxième, ça va être de créer vraiment un inventaire de vos bitcoins, de où est-ce qu'ils sont cachés, etc. Et la troisième, ça va être de faire une copie, la rendre plus ou moins légale et du coup mettre tous les petits détails intéressants. Allez, on commence directement avec le numéro 1. Bon, la première étape consiste à trouver 2-3 personnes auxquelles ta famille, donc qui sont en train d'essayer de faire la démarche pour retrouver tes bitcoins, vont pouvoir appeler et utiliser pour y arriver. Laisse-moi t'expliquer.
Grosso modo, aujourd'hui, tu es l'expert Bitcoin de ta famille. Tu es la personne qui en a, tu es la personne qui comprend, tu es la personne qui comprend c'est quoi une clé privée, etc. Le problème, c'est que tu n'es plus là. Toi, tu es mort, ta famille elle est en train de pleurer, c'est triste, je suis désolé, nanana, et là, c'est le bordel. Et d'un coup, en plus que ça soit le bordel, on leur demande d'aller récupérer tes cryptos qui sont peut-être à l'autre bout du monde, cachés dans des portefeuilles compliqués, etc. Donc forcément, c'est désastreux pour une famille de devoir faire ça. Et c'est pour ça que tu vas simplement écrire le nom de 2 à 3 personnes de confiance auxquelles ta famille vont pouvoir appeler pour avoir des renseignements. Du coup, on va différencier ces gens et on va les penser par rapport à certains critères. Ça ne va pas être n'importe qui. Les critères, c'est les 4 suivants. La première, c'est quoi leur connaissance technique par rapport à Bitcoin. Est-ce qu'ils comprennent dans quoi ils se lancent? Est-ce qu'ils ont déjà touché un petit peu à Bitcoin et à la crypto? Est-ce qu'ils savent c'est quoi une clé privée? Est-ce qu'ils sont bons avec les ordinateurs, avec les logiciels, etc. Ça va complètement changer la donne. La deuxième, ça va être est-ce qu'ils ont eux-mêmes déjà des bitcoins? S'ils ont déjà traficoté un petit peu avec Bitcoin, s'ils savent de quoi ils parlent, tout de suite ça va être plus facile. Le troisième point, ça va être évidemment le niveau de confiance que tu peux avoir. Donc en fonction de que ce soit ton frère ou quelqu'un sur crypto Twitter, ça va complètement changer la donne. Donc tu peux très bien mettre quelqu'un ou qui tu n'as pas du tout confiance mais qui est très tech savvy pour que ta famille puisse les contacter pour poser des questions techniques et en même temps avoir quelqu'un qui n'est pas technique mais avec qui tu as énormément de confiance, par exemple un frère. Et dans ce cas, cette personne peut aider tes proches à récupérer l'argent parce qu'elle comprend rapidement ce qui est en train de se passer, mais pour autant, elle n'a pas les fondamentaux de Bitcoin. Elle va devoir les apprendre, hein. Donc c'est un peu toujours un parallèle, un compromis qu'il faut faire entre la connaissance technique de quelqu'un et la confiance. Et ça, tu dois l'écrire au moment où tu mets le nom, hein. En parallèle, tu vas mettre évidemment ses informations de contact, adresse mail, numéro de téléphone, son nom, son prénom, pour que du coup on puisse les retrouver, hein. Ça me paraît assez évident. La dernière chose que j'aime bien rajouter, c'est de mettre du contenu éducationnel. Alors moi, par exemple, j'ai linké sur Andreas, donc je leur ai dit pour vous renseigner davantage, pour apprendre qu'est-ce que c'est Bitcoin, si jamais vous devez le faire, parce qu'évidemment, il faut comprendre que les gens devraient comprendre ce que c'est Bitcoin avant de commencer à récupérer l'argent. Ça, on verra après, mais c'est un petit détail quand même qui est important. Du coup, moi, je leur dis, si vous voulez apprendre ce que c'est Bitcoin, Andreas Antonopoulos est une excellente ressource et je les envoie vers lui. De la même façon, du coup, vous pouvez les envoyer chez moi si jamais ça vous fait plaisir. Donc vous leur dites, regarde la vidéo de Roxy sur ça, je m'en suis inspiré pour créer mon plan. Comme ça, ils voient ça et ils comprennent un petit peu dans quoi ils se sont lancés. Ce qui est important à comprendre, c'est que 1. Les personnes de confiance n'auront jamais accès à vos bitcoins. Ils vont simplement accompagner, aider, répondre aux questions de vos proches pour que eux puissent faire les démarches eux-mêmes. Deuxièmement, ne mettez pas mon nom ou mettez pas le nom d'Andreas. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas pouvoir aller aider votre famille directement. Sauf si vous êtes de ma famille. Mais salut les gars. Mais sinon, voilà, il faut pas mettre mon nom en fait. Moi, je peux pas aider tout le monde, donc ça ne sert à rien de mettre mon nom, ça ne sert à rien de mettre le nom d'Andreas. On veut plutôt mettre des personnes qui peuvent intervenir parce que voilà, ils sont prêts à intervenir pour aider vos proches. Bon. Si jamais vous avez énormément d'argent ou vous avez vraiment très peur, il y a également des services qui existent peut-être pour gérer ça pour vous, vous aider, vous éduquer, hein. Dans ce cas, ça va vraiment dépendre de votre pays, votre juridiction. Je ne peux pas vous conseiller. Si je trouve des liens intéressants, je les mettrai en dessous. Mais pour l'instant, je n'en connais pas de tête en France. Désolé. Deuxième chose, on va partir sur notre inventaire. Alors là, ça va être compliqué, surtout si vous avez fait beaucoup de trading, si vous avez plein d'échanges partout, c'est le bordel. Personnellement, moi, ça m'a pris des jours. Heureusement pour vous, si vous avez suivi mes conseils, vous avez fait un truc simple dès le début, vous n'avez pas fait mon erreur, du coup, ça devrait être beaucoup plus facile. L'idée, c'est simplement de faire une retransmission instantanée de tout ce que vous avez en Bitcoin. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des Bitcoins dans des échanges, des portefeuilles, mobiles, froids, multisig ou pas. Donc, on va faire un tableau clair, facile, précis et on va le remplir. Et à chaque fois, vous allez mettre un petit peu en fait donc l'appareil que vous utilisez. Qu'est-ce que ça va être comme actif? Où est-ce qu'il y a les backups et des petites notes. Donc, on va commencer par les échanges. Si vous avez utilisé un échange pour acheter des bitcoins, du coup, vous allez mettre donc Binance, je déconseille Binance, mais voilà, je conseille Kraken aussi, mais si vous l'avez fait, vous passez par eux. Vous mettez Bittrex, vous mettez Bitstamp, vous mettez Gemini, vous mettez StackingSat, etc. Vous mettez du coup comment vous avez accès à ces comptes, donc à travers votre ordinateur et en utilisant un gestionnaire de mot de passe qui peut être accès là. Tu vois, et vous mettez l'information par rapport à ce gestionnaire de mot de passe. Ça, c'est super dangereux parce qu'évidemment, c'est un système de custodial. C'est l'échange qui a votre argent. Sachez d'ailleurs que dans beaucoup de pays, c'est illégal d'aller récupérer l'argent de quelqu'un qui est mort dans ces plateformes. Donc, imaginons qu'on vous donne les codes d'accès, votre personne proche de vous est mort, vous n'avez souvent pas le droit
de vous connecter à sa plateforme à sa place et de retirer l'argent. Vous devez montrer un justificatif de décès pour pouvoir retirer ces bitcoins. C'est pour ça que je dis qu'il faut les retirer maintenant. Comme ça, vous évitez à votre famille de faire tout ce bordel. Bref, après, on passe sur la deuxième niveau de sécurité, donc qui va être les mobiles. Donc, si vous avez utilisé Samurai, si vous avez utilisé Green Wallet, Breeze, Zip, du Lightning, peu importe, là, vous allez le mettre. Vous allez donc mettre l'appareil, ça va être iPhone par exemple 7, OnePlus par exemple si vous utilisez ce téléphone. Vous allez mettre le software, donc Samurai, Green Wallet. Vous allez dire que c'est des bitcoins. Et après, du coup, vous allez dire où sont les backups, donc les clés privées. Les clés privées, je vous ai toujours dit de les mettre dans des dossiers. C'est maintenant que c'est utile. C'est parce qu'on crée des dossiers que c'est facile, sinon c'est le bordel. Et donc, vous allez dire, ben voilà, le backup numéro 1 qui est donc la clé privée numéro 1 est à tel endroit, donc endroit A, qui peut être par exemple une banque, qui peut être par exemple une maison de vacances, peu importe. Et le deuxième backup du coup est à un autre endroit, et là on met le deuxième endroit. On ne met jamais exactement là où est l'argent, on met toujours quelque chose d'un peu plus vague, mais toujours accessible. On va descendre après sur les portefeuilles froids, du coup on va être sur les trésors, les cold cards et les ledgers. Donc voilà, même principe, on dit qu'on a utilisé ces softwares, donc si on a utilisé Ledger Live, on le dit, si on a utilisé notre ordinateur, on dit quel ordinateur on a utilisé, on dit que c'est des bitcoins ou si on a d'autres shitcoins, on le met à ce moment-là et on dit où sont les backups. On descend après sur les passphrases, on dit où est-ce qu'il y a des passphrases et sur quel compte ils sont associés. Et si jamais vous avez un système de multisig, pareil, vous allez dire exactement en fait quel appareil est relié à ce multisig, c'est quoi le mot de passe de ce multisig, donc où est-ce qu'il y a le mot de passe, plutôt vous n'allez pas le mettre, vous allez dire où est-ce qu'il est, comment avoir accès, etc. etc. Ça peut devenir très vite très complexe, donc il va falloir prendre du temps, surtout si vous avez beaucoup d'argent, pensez-le. Il y a quand même quelques trucs importants à dire, il faut toujours boire de l'eau, parce que c'est important de se rester hydraté. Roxy Médecin a terminé. Non, ce qui est important, c'est surtout de ne pas arrêter maintenant. Je sais que c'est tentant, je sais que quand on fait son inventaire sur papier et qu'on prend le temps de tout écrire, on se rend compte que c'est le bordel. On se rend compte qu'on a mal géré, on se rend compte que nos dossiers sont pas en sécurité, on se rend compte qu'on a de l'argent dans des échanges, on se rend compte qu'on a plus de shitcoins qu'on aimerait et du coup on veut peut-être les vendre pour acheter des bitcoins. Ce n'est pas le moment de le faire. Simplement parce que du coup ça va compliquer encore plus. Vous avez déjà pris la peine de regarder quasiment 10 minutes de vidéo pour en arriver ici. Je vous demande beaucoup d'efforts et j'en suis conscient. Si jamais vous faites une pause maintenant pour aller changer toute votre sécurité, déplacer vos bitcoins, en vendre, c'est foutu les gars. Donc franchement, restez sur ce qu'on fait et planifiez que demain ou après-demain, vous allez modifier votre inventaire si besoin. Je sais que c'est chiant, mais c'est un conseil quand même qui est peut-être important et que Pamela et Andreas donnent. Ok, on a fini avec toute la théorie, maintenant il faut faire la pratique, qui est d'écrire cette lettre. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce qu'en fait c'est noir dehors comme vous pouvez peut-être remarquer. Depuis que je shoot, ça a passé beaucoup de temps. Ce que je vous propose en fait, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais faire une lettre de A à Z propre comme il faut en suivant un cas typique. Donc par exemple, on va suivre le cas de Lise, qui est une personne normale, qui a donc à peu près 3 portefeuilles. Elle a un portefeuille mobile, elle a un portefeuille froid et elle a utilisé un système de passphrase. Et je vais mettre en place toute sa sécurité pour que vous ayez un exemple. Mais en attendant, l'idée théorique, c'est la suivante. On divise la lettre en 4 étapes. La première étape va simplement consister à dire bonjour, je vous aime, j'espère que ça va bien parce qu'on ne veut pas non plus être des gros connards. Vous venez de mourir, souvenez-vous, du coup on va quand même être un minimum sympa. Après, la lettre ne devrait jamais être un testament et ne devrait jamais être une obligation à hodl de votre part. Ça devrait simplement être une carte au trésor, on en a déjà parlé. Bref, bonjour Lise, j'espère que tu vas bien, tu es forte. J'ai des bitcoins. Ces bitcoins sont stockés de façon super spécifique. Il faut faire attention. Il faut leur rappeler du coup en fait qu'un échange bitcoin, donc un transfert bitcoin est irrévocable, qu'il faut faire très attention avec les clés privées, que si quelqu'un vous la vole, vous avez perdu l'argent, etc. Tout en fait ces pratiques de sécurité que vous avez, eux les ont pas. Du coup, on va leur rappeler dans le premier commentaire pour vraiment leur remettre à jour les connaissances minimum. Après, on va intégrer du coup la partie des helpers, donc des personnes qui vont aider en disant pour t'assurer que tu as bien compris, contacte toutes ces personnes. On plug du coup notre section numéro 2 et on dit après du coup quand tu te sens prête, les actifs sont ici. On plug du coup la partie numéro 3 qui va être du coup un inventaire complet. Donc on a l'inventaire et donc dans l'inventaire exactement, donc si on fait un exemple, encore une fois je vous refais l'exemple. Quelqu'un qui a par exemple un portefeuille froid trésor avec une passphrase parce qu'il a 20 000 euros dessus, exemple typique, quand on regarde l'inventaire, on verra du coup que le backup numéro 1, donc qui est la clé privée numéro 1 qui était stockée dans un truc comme ça,
est par exemple dans le coffre de la banque, le backup numéro 2 est dans la maison de ma mère, par exemple, un truc comme ça. Et donc, on sait que pour aller chercher l'argent, il faut aller ou à la banque avec un acte de décès pour avoir accès au coffre-fort, ou alors retrouver ce dossier chez notre mère, du coup, pour cet exemple. Et en dessous, du coup, on dira passphrase, parce que du coup, on dira qu'il y a un compte passphrase, et on dira la passphrase est stockée, et là, on met l'endroit. Donc, où on a stocké cette passphrase, c'est à nous de le décider. Hein. Mais donc, imaginons, on a confié cette passphrase à notre meilleur ami, on dit, allez demander à Enrico la passphrase, tu vois. Ou si jamais on l'a stocké dans une maison de vacances qu'on a à l'autre bout du monde, parce que on ne sait jamais, il y a des scénarios un peu chelous de temps en temps dans des familles, et voilà, on sait qu'il faut aller à l'autre bout du monde chercher cette passphrase pour récupérer l'argent. Ça vous donne une grosse idée. Hein. Alors je fais toujours des exemples très vagues, mais c'est à peu près principalement l'idée. Une fois qu'on a fini avec l'inventaire, on fait encore un message de conclusion en disant qu'on les aime, qu'on les encourage, nanana. On leur explique peut-être quelques conseils, on peut leur mettre les derniers détails. La carte étant écrite, les dernières étapes théoriques qu'on doit faire, c'est faire une copie. Alors, si jamais vous vous posez la question de pourquoi on écrit sur un papier et un crayon, c'est simplement parce qu'on ne veut pas de traces digitales en fait. Hein. Un petit peu comme votre clé privée, vous l'avez écrit sur papier et crayon pour pas qu'il y ait de traces digitales, ce sera pareil. Finalement, comme c'est une map au trésor votre argent, ça sert à rien de la donner à tout le monde. Hein. C'est toujours mieux que ça soit privé. Ça évite un certain nombre de risques. Donc vous allez faire une copie, le mettre dans des enveloppes que vous allez sceller, dater, etc. Vous allez signer à la fin de votre lettre, bien sûr. Hein. Et cette enveloppe, vous allez les confier ou les mettre à des endroits. Donc dans les endroits potentiels, vous avez chez votre notaire. Votre notaire n'aura jamais accès à l'argent, mais il a accès à la map pour avoir accès à l'argent. Et comme c'est scellé, vous savez s'il vous a trahi parce que c'est un gros connard. Tu vois. Vous allez prendre une copie que vous allez peut-être donner à quelqu'un de très proche de vous. Donc votre femme, votre mari, votre mère, votre père, peu importe. Hein. Évidemment, si je parle toujours d'un pronom d'un autre, vous savez que c'est pas volontaire, ça peut être des filles ou des garçons, ne m'en voulez pas. Et voilà. Et la dernière peut-être avec vous. Donc si vous en avez deux, vous adaptez. Ne la rendez pas évidente, ne la mettez pas dans le salon. Mettez-la avec votre passeport caché quelque part, mettez-la dans un endroit un petit peu logique. Hein. On ne veut pas trop que ça soit accessible. Et ça y est, la toute dernière étape, la dernière, après j'arrête de vous embêter, c'est terminé, c'est de la rendre légale. En effet, du coup, il faut réaliser que vous avez simplement fait la partie technique. Avec ça, on a accès à vos bitcoins. Ça veut dire qu'on a accès à la clé privée qui donne accès à l'argent. Vous l'avez compris. Maintenant, légalement, ça peut être un peu différent. Parce qu'en fonction de à qui vous avez légué ces bitcoins dans votre testament, ça peut être différent de la partie technique. Et là, il y a deux écoles qui se rencontrent. Tu as des gens qui vont dire oui, mais à partir du moment où tu détiens la clé privée, tu as l'argent, ce qui est vrai et je le pense. Et par contre, tu as la façon légale de le voir qui est en mode non, parce que même si toi tu as accès à la clé privée, finalement, ces bitcoins légalement appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc pour éviter les emmerdes, on va voir son notaire, on modifie son testament, on dit qu'on a des bitcoins, on dit à qui on doit léguer les bitcoins, on l'adapte par rapport à notre plan qu'on vient d'écrire et on le rend légal. Ça va vraiment dépendre de votre juridiction, de votre pays, etc. Vous le savez, hein, je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas tout vous aider non plus, c'est impossible pour moi de tout faire. Je ne peux pas l'adapter pour vous, vous devez en parler, surtout si vous avez beaucoup d'argent. Il y a quelques petits trucs qu'il faut que je dise parce que je pense que c'est important. Déjà, il faut comprendre que du coup, ce n'est pas un plan de hodl. C'est-à-dire que moi, je considère que Bitcoin doit être hodl jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je pense que ça ne sert à rien de vendre ses Bitcoins avant 10 ans minimum, simplement parce que Bitcoin va juste monter pendant 10 ans d'affilée. Ça, c'est ma thèse à moi. Mais du coup, il y a des gens qui vont créer ces plans d'héritage en disant à leur famille qu'il ne faut pas vendre leur bitcoin. Alors, c'est peut-être quelque chose que moi également j'ai fait, donc il ne faut pas suivre mon conseil, mais c'est dangereux en fait de faire ça. Il vaut mieux laisser les personnes responsables à 100% des bitcoins qu'ils vont acquérir. Donc il faut comprendre par exemple que si vous avez beaucoup d'argent, parce que vous n'avez pas depuis longtemps et que vous avez un portefeuille super compliqué avec par exemple un cold card, un trésor, un ledger, un multisig en utilisant Electrum, et que vous expliquiez comment récupérer l'argent, votre famille n'a pas besoin de cette sécurité. En fait, votre famille, la personne qui va récupérer les bitcoins, ne devrait pas avoir à subir vos décisions. Il ne devrait pas subir votre décision d'investissement, donc à ne pas vendre, et il ne devrait pas subir votre stratégie de sécurité. Si votre famille, si les personnes qui vont recevoir l'argent ne sont pas prêtes à avoir un tel niveau de sécurité, parce qu'il faut comprendre quand même que Ledger, Trésor, un cold card en Electrum, c'est quand même assez complexe, tu vois. Ils ne devraient pas l'utiliser. Ils devraient être capables d'avoir accès à l'argent une fois parce que vous leur avez donné les instructions.
Mais une fois qu'ils ont l'argent, ils la retirent sur un portefeuille que eux ils contrôlent, que eux ils comprennent. C'est toujours un peu plus simple comme ça évite des erreurs et c'est quand même un petit peu plus éthique au final. Hein. L'argent, vous l'aviez, vous faisiez ce que vous voulez, à partir du moment où c'est plus votre argent, la personne devrait faire ce qu'elle veut de cet argent. Donc voilà, c'est une question un petit peu particulière, mais c'est vrai que c'est ce que Pamela et Andreas recommandent. Donc je suis obligé un petit peu de suivre leurs conseils. Bien sûr, du coup, pour terminer, grosso modo, on a fini la partie théorique. Il y aura une vidéo sur la pratique où je vais vous montrer concrètement comment c'est fait. Donc cliquez, abonnez-vous, ça va peut-être être juste après sur le cours Teachable, etc. Je vous encourage énormément à prendre ce livre de Pamela Morgan, simplement parce que j'ai exploré qu'une petite partie. Hein. Si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez peur, si vous voulez pas faire d'erreur, prenez le livre et faites les parties suivantes, ça va être super intéressant, ça demande par contre du temps. En fait, ce que je vous ai fait faire, c'est la version 1, c'est une version facile et Pamela recommande du coup de planifier pour plus tard, donc dans quelques mois, de faire une V2 où là on va plus en détail. Mais je ne vais pas la couvrir aujourd'hui, c'est beaucoup trop, enfin même dans ce cours, c'est beaucoup trop technique en fait. Hein. Donc voilà, ça y est, c'est incroyable. Si vous êtes arrivé là, si vous avez fait ce que je vous dis et si vous comptez écrire ou si vous avez déjà écrit, ou peu importe, bravo. Hein, vraiment, vous êtes les 0,1% des Français dans le monde entier à avoir fait ça. Comprendre que vous êtes en contrôle de vos bitcoins, que vous avez la clé privée, que vous avez tout backup dans 2 endroits, que vous avez un plan d'héritage, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc bravo à vous de l'avoir fait. J'en suis extrêmement fier. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout, donc le rendre légal. Et c'est quasiment terminé. Hein. Donc si jamais vous êtes sur Facebook, sur YouTube, merci beaucoup à vous d'avoir suivi la vidéo. Mettez-moi un like, partagez-la, mettez-moi un commentaire si vous avez des questions, abonnez-vous. Ça aide énormément et donc continuez à regarder mes vidéos. Merci à vous. Si vous êtes sur le Teachable, c'est la fin du chapitre 6.1. On va voir très vite maintenant la pratique de cette lettre d'investissement. Et après, on va clôturer le cours parce que ça y est, c'est la fin. C'était l'objectif final. Avoir des bitcoins en sécurité. Et là, on ne peut pas plus sécuriser que ça, les gars. Je suis assez honnête avec vous. Là, vraiment, si vous avez un système de portefeuille froid avec un passphrase et un plan d'héritage, franchement, voilà, s'il y a des experts parmi vous qui pensent qu'on a fait une erreur ou qu'il y a plus, dites-le moi, je serais ravi de refaire la vidéo. Mais là, on est quand même bon. On a fait confiance à des vrais experts. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un notaire, je ne suis pas un lawyer, je ne suis pas un cryptographe. Je suis simplement quelqu'un qui essaie de vous éduquer en suivant le conseil d'experts. Et là-dedans, il y a Pamela, il y a Andreas, il y a Jameson qui est aussi d'accord, c'est le président de Casa. Il y a quand même des experts qui valident ce genre de best practice de l'industrie. C'est important quand même qu'on y arrive et je suis très fier de vous d'être arrivé là. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Je sais que c'est intense ce que je vous demande, mais c'est trop cool que vous le fassiez. Voilà, même si vous n'êtes que 4 pélos à le faire, ça me va. Bisous à vous, faites attention, j'espère ne rien avoir oublié, sinon vous aurez plus le même setup à des moments dans la vidéo. Et à très bientôt. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?